Hervé Juvin, à vous la parole. Merci à vous, merci de cette invitation. Bonjour à tous. Mon devoir est un peu difficile ce matin, puisque si j'ai bien compris, je ne dois être ni sage ni lettré, mais néanmoins faire semblant de parler avec quelques compétences d'un sujet difficile. Le bon sens n'empêche pas la science. Je l'espère en effet. Même si parfois l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas une introduction. Comment aujourd'hui ne pas avoir en tête le nom du général de Gaulle? Et je crois que pour aller au cœur du sujet sur lequel vous nous réunissez, Roland Hérault, ce matin, je crois qu'il est bon de se rappeler ce qu'étaient les très fameuses conférences de presse du général de Gaulle. J'ai eu l'occasion de me replonger dans quelques minutes de ces conférences de presse et aussi dans les minutes que Alain Peyrefitte a conservées, puisque vous savez qu'il tenait le secrétariat du Conseil des ministres. Il y a une chose qui est extrêmement frappante, et je le dis sans agressivité politique particulière. Quand vous écoutez une conférence de presse du général de Gaulle, le monde vous semble simple. Vous comprenez où va le monde, vous comprenez où en est la France, vous comprenez quels sont les intérêts de la France, et vous en déduisez naturellement quelle va être la politique de la France. Le monde est intelligible. Je voulais commencer là-dessus parce que ça me paraît une fonction essentielle du politique, rendre le monde intelligible, ce qui est une condition du débat démocratique et du choix démocratique. Et je me permets, avec un sourire, et je le dis sans agressivité, je ne suis pas certain qu'après avoir écouté M. François Hollande, les Français trouvent le monde plus intelligible, qu'ils comprennent mieux où est l'intérêt de la France, et qu'ils en déduisent naturellement les décisions qui s'imposent pour l'intérêt de la France. Très clairement, au cours de ces dernières années, et je souhaitais commencer par là, au cœur de la question démocratique et au cœur de la question de la souveraineté ou de l'indépendance, il y a une incapacité à dire le monde tel qu'il est, il y a une incapacité à faire comprendre aux Françaises et aux Français où ils en sont et où est leur intérêt national. Je ne suis même pas sûr que prononcer le mot intérêt national ne soit pas déjà quelque part un peu coupable. Je crois que nous vivons une crise d'intelligibilité. Alors je suis désolé de ce mot un peu pédant. J'aurais d'augustes prédécesseurs sur cette voie. Je crois que les Français, je crois que les Européens comprennent infiniment moins le monde qu'ils ne le comprenaient il y a 20 ou 30 ans, et que c'est à la base de beaucoup de choses. Alors je vais essayer d'expliquer très modestement et en peu de temps 4 choses qui me paraissent essentielles sur ce sujet. Je vais juste me permettre également de vous prier de bien vouloir m'excuser. Je devrais partir peu de temps après 10 heures. Malheureusement, pour des raisons familiales, le samedi n'est pas le jour le plus simple. Nous savons. Premier point à partager, d'où est-ce que tout ça vient? Je crois qu'il faut faire l'effort de remonter aux origines. Donc je ne vais pas vous parler de l'Empire romain ou du traité de Westphalie. Je crois que le moment clé, c'est Benjamin Constant, la liberté des modernes et la liberté de l'individu, la liberté des anciens était la liberté politique. C'est quoi la liberté politique? C'est la liberté d'une communauté humaine, d'une société, d'une nation, de décider de son destin. Une collectivité décide, aujourd'hui en vertu du principe majoritaire, de son intérêt, et elle décide d'où elle va. Et Benjamin Constant nous dit, on est au tout début du 19e siècle, et c'est une révolution politique. La vraie liberté, c'est pas ça. La liberté des modernes, c'est la liberté de l'individu. Et la fonction de l'État et la fonction du politique est de permettre à l'individu d'exercer toutes ses libertés de choix dans tous les domaines. Je vous le dis parce que c'est le programme de la modernité, et ça fait quand même 2 siècles qu'on vit là-dessus. Si j'élimine les vicissitudes de l'histoire, nous avons vécu 2 siècles pour porter jusqu'à son terme et peut-être jusqu'à son paroxysme cette liberté de l'individu de se définir lui-même et de devenir pratiquement son petit Dieu autocréateur. Vous le savez bien, dans l'idéal de la modernité aujourd'hui, je choisirai mon sexe. Dans l'idéal de la modernité d'aujourd'hui, je choisirai mon âge. Dans l'idéal de la modernité d'aujourd'hui, etc., etc. Il n'est plus question de m'assigner quoi que ce soit comme nationalité, comme origine, comme appartenance, comme communauté.
à tout moment, je m'auto-crée, à tout moment, je réalise la liberté absolue de mes choix individuels. Et cette transformation de l'individu, je suis désolé d'être parti d'un peu loin, mais cette transformation de l'individu commande une transformation de l'État fondamental. L'État devient l'infrastructure de la liberté absolue des choix individuels. Je saute beaucoup dans l'histoire et j'en arrive à des temps plus récents. Vous l'avez évoqué, c'est quoi l'idéal de l'Union européenne et c'est quoi l'idéal de notre modernité politique? Je précise bien, en France et en Europe, c'est absolument pas comme ça que ça se passe dans d'autres parties du monde. Tout se passe comme si notre idéal et le travail sur elle-même de la société consistait à faire l'économie du politique. Je donnerai deux exemples. La première économie du politique a été faite par l'interdiction aux banques centrales de financer les déficits publics. Ce qui s'est passé au cours des années 70 est fondamental. On remet les clés de la décision publique et de l'arbitrage budgétaire entre les mains des marchés. Et vous savez quel en est le résultat? Ça a été l'explosion de la dette d'abord, ça a été ensuite l'explosion de la part de la dette détenue à l'étranger. C'est donc le fait que nous avons perdu toute indépendance en matière de conduite budgétaire, puisqu'avec une dette publique française détenue à 70% hors des frontières, nous sommes naturellement soumis aux intérêts des acteurs financiers et aux intérêts d'investisseurs étrangers qui n'ont évidemment aucun intérêt à ne pas négocier au plus près de leurs intérêts les conditions dans lesquelles la dette est émise. Situation, je le signale, totalement différente du Japon, qui est en effet très endetté, mais la dette est à peu près totalement domestique. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez une liberté totale pour gérer la dette. Ça n'est pas le point le plus important. Le point le plus important, et c'est le second cas, ça a été le coup d'état du droit. Au cours des années 2000, il s'est passé une chose extrêmement intéressante, c'est que jusqu'alors, le droit définissait des principes abstraits, et en particulier les déclarations des droits de l'homme, le préambule à la déclaration de l'ONU, les préambules aux constitutions, étaient des textes littéraires, sans doute de grande qualité, étaient des textes lyriques qui avaient peu ou pas d'application au droit positif. La grande révolution politique qui se déroule dans les années 2000 et dont le point de basculement sous M. Sarkozy, c'est l'adoption de la question préalable de constitutionnalité, ça a été le fait de traduire en droit positif ces textes littéraires et lyriques sur les droits de l'homme. Je voudrais que vous mesurez bien ce qui s'est passé. Dorénavant, le Conseil constitutionnel n'a pas à se référer à la Constitution de 58, équilibre des pouvoirs, séparation des pouvoirs, dispositif entre les deux assemblées, président de la République et tout. Le Conseil constitutionnel a la capacité de lire et de relire la Déclaration des droits de l'homme, préambule à la Constitution, et de dire, en fonction de ce texte, dont je dis clairement qu'il peut permettre à peu près tout et habiller à peu près n'importe quelle décision, moi, Conseil constitutionnel, je décide que telle loi votée par la représentation nationale n'est pas valide. Et vous voyez qu'on est passé d'un droit constitutionnel ou d'un droit positif qui fait l'objet très légitimement de l'appréciation du juge à une interprétation de principes généraux qui en fait met le Conseil constitutionnel en situation de censurer n'importe quelle loi votée par le peuple français. Je le dis parce que face à des échéances futures, c'est quelque chose de tout à fait majeur. Est-ce que je laisse l'actuel président du Conseil constitutionnel, est-ce que je le laisse dire, pratiquement selon son caprice, selon l'interprétation qu'il fera d'un texte extrêmement général et qui n'a jamais été fait pour être traduit en droit positif, est-ce que je le laisse être le censeur de toutes les lois que le peuple français et ses représentants élus, majoritairement élus, pourraient voter? C'est une question majeure de souveraineté dans les 10 prochaines années. Troisième réflexion, et peut-être avec des exemples, sur ce dessaisissement du suffrage au profit de mécanismes. Je viens de dire deux choses importantes. Dessaisissement du suffrage, vous savez qu'à peu près 70% des lois et des textes appliqués en France ne sont pas d'origine nationale puisqu'ils proviennent de directives, de règlements européens.
Et il faut probablement aller plus loin. Il faut probablement aller plus loin sur l'évocation d'une mécanique qui est une mécanique de non-souveraineté, de dilution de la souveraineté, voire de disparition de la souveraineté. Alors vous l'avez évoqué, je serai bref là-dessus, on a naturellement les mécanismes de l'Union européenne. Les mécanismes de l'Union européenne, c'est quelque part l'organisation de l'irresponsabilité des dirigeants et de l'illisibilité des décisions. Vous en avez un parfait exemple qui est celui de la Grèce. On sait que la Grèce n'aurait pas dû rentrer, on sait que la Grèce ne remplissait aucune des conditions pour rentrer dans l'Union, et on sait que tout le monde dans l'Union européenne a su que la Grèce présentait des comptes faux et a validé ces comptes faux pendant des années. Si dans une entreprise vous validez des comptes faux, tous ceux qui l'ont fait ont de fortes chances de se retrouver en prison. Or, vous aurez remarqué qu'à aucun moment, aucun nom de responsable n'a été cité, aucune enquête n'a eu lieu, et aucun retour sur expérience n'a eu lieu. Et ça, c'est le propre de la machine européenne. Il ne peut pas y avoir de responsable et il ne peut pas y avoir de retour en arrière. C'est un mécanisme qui fonctionne au one way. Je reprendrai ce que vous disiez en introduction. C'est un mécanisme d'irréversibilité. Alors vous connaissez ce qui avait été concocté par Jean Monnet et quelques autres, les petits pas, mais il y a un cliquet à chaque pas, donc on ne peut jamais revenir en arrière. La même chose s'exerce sur le plan des responsabilités. Des fautes ont été commises, on ne saura jamais qui en est responsable, et d'ailleurs ces fautes seront pardonnées puisqu'elles ne seront jamais avouées. On ne posera jamais sur la table des erreurs, on ne posera jamais sur la table des fautes. Ça me paraît extrêmement fondamental parce que l'irresponsabilité et déni de reconnaissance, c'est tout simplement un dessaisissement absolu de la démocratie. Ça veut dire en gros, électeurs, passez votre chemin, vous n'y avez rien à voir. Je rappelle que c'est ce qui s'est passé après le référendum en France de 2005. C'est un autre sujet. C'est probablement un passage démocratique absolument majeur. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est naturellement que l'économie du politique passe par les marchés. L'économie du politique passe par les marchés et nous assistons à peu près chaque jour, chaque semaine. On n'y peut rien, les marchés ont décidé. On n'y peut rien sur la question des déficits budgétaires, on n'y peut rien sur la question d'un certain nombre d'engagements internationaux, on n'y peut rien du discours jusqu'à très récemment dominant sur le traité d'échange transatlantique. Le marché veut que. Et vous voyez à quel point on change la nature de nos démocraties. Tout se passe comme si des mécanismes de pilotage automatique, par des indicateurs, par des taux d'intérêt, par des systèmes de marché, remplaçait et limitait sans cesse le territoire de la décision démocratique. Et un troisième exemple extrêmement clair de ce dessaisissement, c'est tout simplement le fait que de manière croissante, les règles appliquées à nos entreprises, les règles applicables à nos échanges internationaux, les règles appliquées à nos engagements internationaux, ne sont plus décidées ni en France ni en Union européenne, mais ils sont décidés de l'autre côté de l'Atlantique. Alors j'ai en effet consacré un livre, Le mur de l'Ouest n'est pas tombé, dont je crois la couverture est explicite, à ce qui me semble être un nouveau mécanisme de colonisation. Il mérite qu'on s'y arrête 2 ou 3 minutes, parce qu'il sort de ce qu'on considère habituellement important quand on parle de politique, de souveraineté et d'indépendance. On n'est pas du tout dans le champ du politique, on est à peu près entièrement dans le champ du droit. Et on est dans le champ du droit par deux choses, le respect des embargos décidés par les États-Unis et le respect des règles anticorruption décidées par les États-Unis. Je ne vais pas beaucoup développer, mais je vais simplement vous donner quelques exemples. Alcatel a été l'un des fleurons de l'industrie française. Il y a nombre de secteurs dans lesquels Alcatel était la première entreprise au monde en termes de brevets sur les télécoms, et Alcatel a détenu jusqu'à 15% de part de marché mondiale dans certains sujets de télécommunications au début des années 90. Sur des technologies absolument essentielles et stratégiques, puisque c'était notamment l'industrie des câbles sous-marins et des communications à longue distance. Est-ce que vous pensez qu'Alcatel existe toujours? Eh bien, Alcatel aujourd'hui, ça s'appelle Nokia. Ça s'appelle d'ailleurs Nokia à la suite d'une opération absolument brillante, parce que Nokia n'avait pas de trésorerie pour acheter ce qui restait d'Alcatel. Je crois que c'est Microsoft qui a en gros donné 10 milliards de dollars pour acheter une filiale de Nokia qu'ils ont fermée 6 mois après. Donc le gouvernement américain avait donné l'ordre à Microsoft de donner 10 milliards de dollars à Nokia pour que Nokia puisse acheter Alcatel. Il n'y a plus d'Alcatel.
Et la quasi-totalité des brevets, dont certains étaient des monopoles français, sont partis. Je pourrais vous raconter l'affaire d'Alstom. L'affaire d'Alstom, c'est à peu près la même chose. On est au cœur des technologies de souveraineté puisqu'on est dans l'entretien des turbines, et notamment des turbines de moteurs nucléaires. Dorénavant, une entreprise américaine, General Electric, qui a bénéficié du concours de la totalité des agences, des médias et de la puissance américaine, puisque ça a été décidé par l'Advocacy Center. General Electric a repris la branche énergie d'Alstom. Donc dorénavant, c'est une entreprise américaine qui a le monopole de l'entretien des turbines de nos navires de surface, comme d'ailleurs de nos sous-marins nucléaires. C'est une situation assez intéressante qu'il est assez difficile d'aborder publiquement, d'ailleurs. Je pourrais continuer les exemples. Vous savez, 4 entreprises ont été condamnées entre 700 millions d'euros et plusieurs milliards, 10 dans le cas de BNP Paribas, soit pour avoir enfreint des embargos dans le cas de BNP Paribas, soit pour ne pas être conforme aux lois anticorruption. Je vous donne simplement les noms. Vous aviez Alcatel, vous avez Total, vous avez BNP Paribas, vous avez Technip, Crédit Agricole. 4 entreprises sont actuellement sous le feu des projecteurs. C'est Vivendi, c'est Sanofi, c'est de nouveau la Société Générale. J'oublie le nom de la 4e. Très probablement, Sanofi ne sera plus une entreprise française dans les 2 ans à venir. Tout simplement parce que Sanofi détient un certain nombre de brevets essentiels sur la propriété du vivant et sur le traitement du vivant. Les grands débats stratégiques, ça va être pour la propriété du vivant dans les 10 prochaines années. Et donc, nos amis américains ont décidé que Sanofi était une entreprise trop importante pour ne pas être une entreprise américaine. Ça pose une question qui n'est pas d'ordre politique, mais qui évidemment a d'immenses conséquences politiques. C'est la question de la souveraineté industrielle de la France, c'est la question de notre capacité à demeurer un acteur industriel et un acteur entrepreneurial majeur dans un certain nombre de domaines dans le monde. Et aujourd'hui, tous les dispositifs légaux, et aujourd'hui tous les dispositifs de lutte anticorruption, de respect des embargos, etc., nous sont imposés de manière absolument unilatérale par les États-Unis. C'est une situation sans précédent. Dans les années 90, quand les États-Unis avaient voulu faire adopter un embargo unilatéral contre Cuba, l'Union européenne tout entière s'y était opposée et l'Union européenne avait obtenu que les entreprises européennes continuent à travailler avec Cuba. Je n'assiste à aucune résistance, voilà un grand mot prononcé, je n'assiste à aucune résistance en ce moment. Et j'ai assisté au sommet de la soumission, quand une PME française qui produit des équipements à utilisation duale, disons que 20% peut être utilisé à des fins militaires ou pour des équipements servant à des opérations militaires, quand cette entreprise menacée s'est tournée vers le Quai d'Orsay pour demander quelle pouvait être leur situation, la réponse du Quai d'Orsay a été « Oh non, on ne sait pas, allez directement voir le Department of Justice américain ». Ça s'appelle simplement la soumission et c'est l'aboutissement d'un processus de colonisation qui continue à faire son œuvre. Alors, je voudrais terminer, j'ai probablement été trop long c'est passionnant. Et je le regrette. Je voudrais terminer sur un dernier point. Souveraineté, indépendance, vous avez éclairé ce sujet complexe. Alors, en ce 18 juin, j'ai envie de dire que le sentiment de résistance n'est pas loin. Et le sentiment de résistance face à un dispositif de colonisation qui est un dispositif d'alignement stratégique. Nos amis américains ne considèrent plus qu'il peut y avoir des non-alignés, ils considèrent qu'il y a des pays qui sont soumis à leurs intérêts et donc sont des alliés, et tout le reste du monde est un monde hostile. J'en ai eu un éclairage très récent avec une PME qui a été faire la démarche et qui a demandé, parce qu'un fonds d'investissement américain avait racheté le tiers de son capital, avec quel pays est-ce que finalement on peut continuer à faire des affaires? C'est une très belle PME familiale française, mais qui est surtout active en Afrique et en Asie. Et la réponse a été simple, vous ne courez aucun problème avec nous. Vous n'avez aucun problème, même si ce fonds d'investissement détient plus de 32 tiers du capital. On va vous donner la liste et il n'y a aucun problème. Vous pouvez travailler avec les États-Unis, vous pouvez travailler avec le Canada, vous pouvez travailler avec l'Australie, le Japon et l'Union européenne. Tout le reste, c'est compliqué. Et il faut pratiquement nous demander l'autorisation avant. Ça s'appelle un alignement stratégique et ça s'appelle la mise en place d'une contrainte globale. Alors qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ça? C'est probablement la question la plus importante. Je suis désolé de me répéter, mais pour conclure, c'est utile. Après le suicide politique de l'Europe en 14-18, ce qui m'inquiète, c'est le suicide intellectuel de l'Europe. Je crois que nous ne savons plus dire ce qui se passe, nous ne savons plus nommer ce qui se passe,
ces processus de mise sous dépendance, ces processus de global constraint, ces processus de colonisation, à partir du moment où on ne sait plus les nommer, on ne peut plus y résister. Et donc le premier devoir, je crois, c'est un devoir d'intelligence stratégique. Il faut nommer, il faut dire, appeler les choses par leur nom, et ensuite il faut décider de notre intérêt national et de notre préférence nationale. Je crois que le second point, une fois que l'on a pris conscience de ces sujets, c'est tout simplement d'inverser l'ordre des choses. Et cette fois encore, pour conclure, je citerai le général de Gaulle. Quand le général de Gaulle accueille Jean Foyer, qui sera son premier garde des Sceaux, le général de Gaulle lui dit « D'abord la nation, ensuite l'État et après le droit ». Ce qui a eu lieu au cours des 20 dernières années, c'est une inversion spectaculaire des facteurs. Le droit commande à tout. Et le droit fabrique cet individu de droit qui est un être abstrait, hors de toute communauté, de toute société, de toute origine, de toute appartenance, qui est simplement un monstre et qui promet la destruction de la personne humaine. Je pense que l'un des combats politiques essentiels des prochaines années, c'est de rétablir l'ordre des facteurs et la hiérarchie. D'abord la France, ensuite l'État, et après le droit des individus. Nous pourrions y passer la journée. Je terminerai avec une seule phrase. L'individu de droit, sorti de son histoire, de son origine, de toute appartenance, de toute communauté, n'existe tout simplement pas parce qu'un individu n'existe que par la société, qui est l'infrastructure de la personne humaine. Et l'idée qu'un individu de droit existe, c'est simplement une pensée totalitaire, et je crois d'ailleurs que c'est peut-être la forme d'un totalitarisme qui vient. Déshabiller la personne humaine de toutes ses singularités, c'est probablement le totalitarisme qui vient. Et la troisième chose, et ce sera la dernière, pour incarner l'esprit de résistance et pour agir, c'est nécessairement la reconstruction d'un pouvoir fort, fondé sur une légitimité populaire forte, et qui ait les moyens de décider parce qu'on aura reconstruit le régalien. L'un des drames de la nation française, comme l'un des drames de l'Europe, c'est le fait que les dépenses d'assistance, les dépenses de court terme destinées à acheter la paix civile, ont ruiné le régalien et ont affaibli les fonctions de l'État et la capacité à préparer l'avenir, à décider notre avenir de long terme d'une manière dramatique. Très clairement, et je reprendrai pour terminer très loin du général de Gaulle, Michel Foucault, je crois que nous vivons une crise de gouvernabilité majeure. Je crois que nos sociétés ne se comprennent plus elles-mêmes, sont devenues totalement opaques à elles-mêmes. Je crois que nos sociétés sont en demande d'autorité, mais que nous vivons une crise de gouvernementalité majeure. Voyez ce qui se passe aujourd'hui dans les rues à Paris, voyez ce qui va se passer à peu près partout en France. Comment gouverne-t-on avec une autorité réduite à 13% d'opinion favorable? Je crois que nous vivons une crise de gouvernementalité absolument majeure. Probablement est-ce que l'esprit de résistance, l'intelligence sur ce qui nous arrive et la préférence absolue pour l'intérêt national sont les voies de rétablir l'indépendance ou la souveraineté de la France. Je vous ai laissé éclaircir sur ce débat. Merci. Très bien. Oui, vous vouliez poser une question courte alors, puisque la réponse est courte. Oui, est-ce que dans vos livres, dans votre contexte, vous avez précisé quel droit de l'individu délocalisé devrait être recadré, limité, critiqué? Lesquels de ces droits, dans le détail? Je ne vais pas être dans le détail, si vous permettez, mais c'est important de clarifier. C'est important de clarifier ça. Aujourd'hui, les droits de l'individu qui bénéficient dans la hiérarchie des règles de droit d'une primauté absolue conduisent à la destruction de toute société organisée. Je ne peux avoir des droits que s'il y a une société qui fasse respecter ses droits. La raison de l'afflux de réfugiés, c'est essentiellement ça. Des gens partout dans le monde quittent des régions du monde où aucun État n'est susceptible de faire respecter leurs droits, et ils arrivent en Europe parce qu'en Europe, il y a des États qui font respecter ces droits. Le problème, et on va arriver à une apocalypse dans ce domaine, c'est que les droits de l'individu détruisent la société qui est la seule capable de faire respecter ses droits. Et donc on est en train d'arriver à une impasse, mais je vous renvoie au livre excellent de Marcel Gauchet là-dessus, qui avait fait beaucoup polémique en son temps. Il a fait 2 articles fondamentaux repris dans un livre. Les droits de l'homme sont-ils une politique? Sa conclusion était non, parce que les droits de l'individu abstrait poussés au maximum conduisent à la destruction de toute société organisée, de tout État organisé, seul capable de faire valoir ses droits. Il a fait quelques années plus tard un article qui est
Que se passe-t-il quand les droits de l'homme sont devenus notre politique ? Et il dit que ça va très mal se passer, parce que ça ne peut conduire qu'au dépérissement de l'État, de la société, et à la destruction de toute fonction régalienne. Et je crois que nous sommes à peu près à cet état. Je vais encore ajouter un mot, pardon, avec votre permission. Ce que les peu de Français comprennent, c'est la différence absolue qu'il y a par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, la liberté économique, la mondialisation et les droits de l'individu, c'est le moyen de leur intérêt national. Les États-Unis ont réussi à combiner absolument l'intérêt privé porté à son paroxysme, la liberté des affaires portée à son paroxysme et l'intérêt national. Alors que chez nous, la liberté des affaires se déroule toujours contre la France et contre l'intérêt national. Et ça, c'est un immense travail politique à refaire. Merci Hervé Juvin.